On est parti dans le rendez-vous tech numéro 425. On est en octobre 2021 et on va vous parler d'Apple qui fait appel de son procès qu'ils avaient pourtant gagné avec fracas. On a aussi Zuckerberg qui répond aux Facebook Files et tout le reste de l'actu tech, dont la panne Facebook qu'on a peut-être traité un petit peu légèrement la semaine dernière. Donc on va se rattraper cette semaine. Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On est parti pour un nouvel épisode absolument palpitant, d'autant plus palpitant qu'on a une pointure du podcast pour nous accompagner. Cédric Ingrand est là avec nous. Bonjour Cédric, comment vas-tu ? Formidable, salut Patrick. Je te parle d'un Paris où il fait beau, il y a du soleil, il fait un peu frais. Enfin, c'est du temps que tu connais bien, toi, dans ton Grand Nord. Tu as bien de la chance parce qu'ici, on est au milieu de la campagne finlandaise, il fait moche, bon, les couleurs sont belles parce que c'est l'automne, mais il fait combien ? 9 degrés, la température tombe à 2 la nuit et le chauffage ne marche toujours pas. Donc, Aïe, oui, aïe, voilà, l'expérience finlandaise, tu vois, authentique, véritable, comme on c'est l'aime. pas grave, tu as une hache et une scie. Et du bois, mais voilà. exactement. Tu Voilà. dis ça en plaisantant, mais ce qu'on fait en été, c'est qu'on coupe du bois, enfin au printemps, on coupe du bois qui sèche pendant l'été et qu'on rentre au début de l'automne pour pouvoir faire du feu. C'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, C'est comme ça qu'on fait. les auditeurs qui nous regardent sur Twitch, comme tous les mardis à midi, peuvent voir dans le fond de l'image la cheminée, qui est une belle cheminée vraiment pour chauffer. Vous savez, c'est pas celles qui sont là pour faire joli. C'est les trucs qui chauffent les briques, et puis après, ça chauffe pour de vrai. Et j'ai donc la cheminée avec du feu, du bois, et je fais du feu régulièrement. Et je parle des auditeurs qui nous regardent sur Twitch. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube parce qu'on met les replays le lendemain sur YouTube, sur la chaîne des replays. Et il y a surtout les auditeurs qui soutiennent l'émission. C'est les auditeurs qu'on préfère, hein. On aime tous les auditeurs. Mais ceux qu'on préfère, c'est des gens comme Thibaut Murat, comme Malaise. Alors, on n'aime pas les Malaises, mais on aime Malaise, qui est un auditeur qui soutient l'émission. Léo Cornec, Arnaud, Xavier et les producteurs de cet épisode, dont on mentionne les noms à chaque mois, Peter Rigal et Raph. Merci à vous tous. Vous aurez d'ailleurs droit à un petit after show dans lequel je pense qu'on va réfléchir ensemble sur les métiers qui ne peuvent pas être remplacés par des robots ou des IA. Il y a des sujets assez intéressants sur l'IA qu'on va traiter à la fin de l'épisode. L'IA commence à faire des trucs complètement fous. Et je me suis dit que pour l'after show, qui est la partie de l'émission bonus réservée aux auditeurs qui soutiennent l'émission, on pourrait parler de ça. Est-ce que vous pensez que votre métier est sauf ? Franchement, vu ce dont on va parler en fin d'épisode, je suis même pas sûr que mon métier soit sauf. que moi, podcasteur, ça va pas être remplacé par des IA et du deep learning dans pas si longtemps que ça. Hein. Franchement. Cédric, il y a un facteur humain quand même. Il y a rien à. C'est pas. On n'est juste pas à la recherche juste d'une voix qui nous raconte des trucs, parce que ça existe. Mais est-ce que juste une incise, est-ce que tu connais Juice, cette application française? Juice, non, je ne connais remarquable. pas. Dis-moi tout. Juice, je te conseille d'aller la chercher sur ton iPhone. C'est une appli justement avec des voix d'IA qui te lisent l'actualité du jour, mais qui du coup te font une espèce de journal personnalisé selon tes goûts, selon etc. C'est tout à fait remarquable. Et puis justement, ça passe aussi des petits podcasts. Enfin voilà, allez voir Juice. Mais en même temps, tu vois, moi j'écoute Juice le matin en prenant ma douche parfois, mais j'ai pas l'impression d'avoir une relation avec Juice. J'ai pas l'impression que Juice me susurre des trucs à l'oreille comme toi tu le fais. Il faut susurrer à l'oreille des auditeurs pour rester relevant dans le world du future. C'est ça qu'il faut, exactement. Et en parlant du futur, on en parlera. Super power, tu sais, le super power du podcaster, c'est l'effet de proximité du micro. Exactement. Il faut que, tu sais, je vais bientôt mettre de la mousse au mur pour que j'ai un petit peu moins d'écho. Et du coup, comme ça, oui, il serait temps. Ça fait à peine 15 ans que je fais du podcast, mais du coup, quand je parlerai comme ça sera encore mieux. On pourra se parler comme ça tous les deux. Quand je dis tous les deux, c'est moi et l'auditeur ou l'auditrice qui m'écoute. Hein. Oui, bien sûr. Et en parlant du futur... Une fois par mois, tu pourrais faire un numéro spécial ASMR. Tu sais qu'on en plaisante tellement de cette histoire... On plaisante tellement de cette histoire de ASMR, au moins une fois par mois, on en plaisante. Et je me dis qu'à un moment, il va falloir le faire au moins pour la blague. Tu sais quoi, le numéro 500, ça sera un numéro ASMR. On fera un truc comme ça. Numéro 500, c'est quoi ? Dans un an et quelques, un an et demi. Donc, on y arrive, on y arrive. Et ben voilà.
La semaine prochaine, on aura l'enregistrement qui sera pas en live sur Twitch parce que c'est avec Marion et Jeff, le grand retour de Jeff Clavier depuis la Silicon Valley. Et du coup, on va l'enregistrer pour accorder avec les time zones, les fuseaux horaires. C'est comme ça qu'on dit en français. Les fuseaux horaires, monsieur. C'est ça. On le fera lundi soir, mais pas en live du coup, parce que c'est compliqué, il y a les enfants qui courent partout, enfin bref. Mais on fera mardi prochain, le 19, on fera un AMA, un Ask Me Anything, en live sur Twitch du coup. Donc mardi 19, préparez vos questions sur absolument tout, que ce soit de la tech, du jeu vidéo, mon métier, mon activité, ce que vous voulez. On se fera un petit AMA, on va voir combien de temps ça dure. Si vous avez une question que vous voudriez me poser, que ce soit sur l'industrie tech gaming ou sur ce que je fais, préparez votre question. Je ferai aussi sur Twitter et sur le Discord des petits endroits où vous pouvez me poser des questions si vous ne pouvez pas être là en live. Mais évidemment, c'est plus sympa en live. Donc voilà, notez la date, mardi 19 à midi. Il n'y a pas de rendez-vous tech en live, il y a un Ask Me Anything. Ça va être un petit moment sympa qu'on va partager. Et donc, on arrive enfin à l'émission en elle-même. Il serait temps. On a un sujet que je voulais traiter, qui est celui d'Apple, qui... Alors, c'est pas qu'ils font marche arrière, c'est pas qu'ils changent leur fusil d'épaule, mais vous vous souvenez, il y a un mois, ici même, dans cette émission, avec mon ami Cédric Ingrand, podcasteur de renom, on parlait du résultat, c'était il y a un mois ou 2 mois, je sais plus, quelque chose comme ça, un mois, on parlait du jugement rendu dans l'affaire Apple contre Epic, dont on ne va pas vous refaire les détails, mais en gros, Apple se défendait contre Epic Games qui exigeait plusieurs choses, notamment la fin de l'impossibilité d'installer des applications tierces sur les appareils iOS, donc la possibilité d'installer des applications sans avoir à passer par l'App Store et la validation d'Apple. Et l'autre chose qu'ils demandaient, c'était l'aspect paiement. Ils voulaient pouvoir utiliser leur propre solution de paiement pour ne plus avoir à livrer 30% de commission à Apple. Dans le jugement, il y a Apple qui a gagné pour beaucoup de choses, mais un élément sur lequel ils ont perdu, c'est le fait de devoir laisser les développeurs mettre dans leurs apps des petits liens pour utiliser d'autres systèmes de paiement. Et l'analyse de la plupart des journaux tech et des publications tech était Apple a gagné majoritairement. Et moi, ce que je disais, c'était oui, mais parce que cette histoire de paiement, c'est quand même massif. Et on pourra voir des systèmes se développer qui simplifieront beaucoup les moyens de paiement alternatifs, et ça pourrait vraiment devenir une tendance généralisée qui volera à Apple une partie, ces 30% de commission. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 2 choses. D'une part, une société de paiement qui s'appelle Paddle s'est engouffrée dans la brèche et a promis d'avoir une solution de paiement unifiée, simplifiée pour tous les développeurs qui le souhaiteraient. Évidemment, on sort de l'app, on va sur une page web et puis on revient dans l'app hyper facilement, et ils promettent de l'avoir en test maintenant et de la lancer au moment où le jugement est appliqué, c'est-à-dire le 7 décembre. Donc eux, ils seront prêts dès le 7 décembre avec une solution hyper simplifiée pour permettre aux développeurs d'avoir un système de paiement qui ne soit pas celui d'Apple, et eux, ils ne prendraient que entre, on va dire 5 et 10% en fonction des paiements. 5 et 10% de commission. Donc, bien sûr, il y a aussi une commission, mais bien plus faible que les 30% d'Apple. Et dans le même temps, Apple, qui avait eu une victoire retentissante dans ce procès, fait appel du jugement du procès. Ils font appel avec une demande de suspension du jugement, c'est-à-dire qu'ils veulent refaire le procès, mais en particulier, ils demandent au juge de la cour d'appel de faire en sorte qu'il ne soit pas obligé, à la date du 7 décembre, d'implémenter le changement imposé par le jugement initial, et donc de ne pas avoir à autoriser les développeurs à mettre ces liens pour utiliser des moyens de paiement alternatifs. Et donc, est-ce que c'est Apple qui avoue finalement sa faiblesse, ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé que ça? Comme toujours, j'imagine que c'est plus nuancé, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric?
Tu te souviens, on disait avec le sourire la dernière fois que c'était un peu l'école des fans, c'était un peu tout le monde a gagné. Et en fait, tu t'aperçois Donc qu'en personne fait, n'est content. mais personne n'est content, c'est tout le monde a perdu en fait. C'est-à-dire que Apple a perdu quand même une manche sur le fait de pouvoir être le seul système de paiement à l'intérieur des apps. Après, évidemment, le diable va aller se loger dans les détails et dans les délais, parce que voilà, la procédure est aussi faite pour ça, pour Mm. repousser l'échéance. De son côté, Epic peut dire on a gagné, mais enfin, tu remarqueras que Fortnite n'est pas revenu dans l'App Store. Hein, tu vois, c'est pas. Et à mon avis, c'est pas pour demain non plus. Donc bon, on sait qu'on est face là à une espèce d'affaire à épisode qui va continuer parce que l'enjeu est assez massif pour Apple et puis il est même, tu vois, je pense qu'ils en font même une sorte d'affaire de principe. Ouais, C'est-à-dire que non, là, tu rentres dans mon bac à sable. Donc, si tu es dans mon bac à sable, c'est avec mes jouets, d'accord? ouais, c'est pas faux. Et c'est pas qu'une question d'argent, mais il y a une question de principe. Eux disent, bah oui, non, mais attendez, ce que vous êtes en train de nous demander, c'est d'autoriser des tiers à, en gros, ouvrir leur propre App Store à l'intérieur de l'App Store. Ça, c'est impensable parce que qui sait qu'est-ce qui va aller se cacher derrière les liens de paiement qu'ils vont vous proposer. Nous, on peut pas tout vérifier tout le temps. Parce que c'est vrai, tu peux mettre un lien et tu peux changer le contenu qui se trouve derrière le lien. Bref, leur argument, c'est ça, c'est au nom de la sécurité de nos utilisateurs. Parce que tu remarques que c'est pas, le lien de possession, il est assez clair c'est-à-dire que, Mm. en gros, comme utilisateur de l'App Store, t'appartiens un peu à Apple. Tu deviens quand même une marchandise intéressante. C'est ce que je leur dis. Moi, Euh, je leur dis, j'envoie des petits messages à Tim Cook. Je lui dis, mais je suis à toi, Tim. mhm. Oui, je suis à toi complètement. Mais il le sait. Et J'ai pas le choix. très clairement, en tout cas, c'est voilà. Mais c'est au nom donc c'est pour ton bien et au nom de ta protection Ouais. qu'il refuse ce genre de choses. Maintenant, on revient au début du débat sur est-ce qu'ils ont raison ou pas et sur le fait que Oui. c'est de toute façon, à mon humble avis, une position dure à tenir sur la durée. Ouais. Difficile, Ouais, vraiment cette difficile. question on en a déjà débattu, mais effectivement sur l'histoire de l'appel, moi ça m'a marqué parce que il y a des gens qui étaient très très mécontents du traitement que j'en ai fait et des analyses que j'en ai fait. Il y a des gens qui se sont fâchés et qui ont dit mais comment ça, tout le monde dit qu'Apple a gagné, toi tu dis que en fait ils ont perdu et donc tu n'as rien compris, tu n'es pas objectif, qui se sont vraiment fâchés. Bon, c'était des gens qui étaient très très Oh, pro Apple, on va dire, ils vont pas me manquer, mais là, c'est marrant parce que ça note vraiment que, bah oui, c'est pas si simple que victoire retentissante pour Apple. Alors, non, non. nuançons un petit peu, comme tu le disais, ils jouent la montre, ils sont en train de dire, si on fait tous ces changements et que finalement notre appel dit qu'on n'avait pas à le faire, eh ben, ça va être difficile de refaire machine arrière techniquement au niveau du logiciel, au niveau des systèmes, pour tout enlever. Donc, ils ont effectivement une raison légitime de demander la suspension du jugement pour ne pas avoir à le faire tant que l'appel n'est pas rendu. Et puis, comme tu dis, ils jouent la montre. Admettons même que le jugement soit rendu dans 2 ans et qu'il soit toujours défavorable à Apple sur ce point, eh ben, ils auront gagné 2 ans avec des commissions à 30%, ça les arrange. Mais Oui. c'est marrant quand même de noter à quel point cet élément-là, la solution que propose Paddle, si ça marche effectivement comme ils en parlent, eh ben, c'est exactement ce qu'on imaginait il y a un mois quand on en parlait. Il y a des systèmes unifiés où tout le Mhm. monde aura son compte qui peuvent hyper facilement court-circuiter la commission d'Apple. Et ça, c'est un truc, j'ai l'impression, que beaucoup de gens ne voyaient pas au moment du jugement lui-même. Mais bon, on verra. L'autre sujet qui est encore sur la table, c'est Facebook. Et il y a 2 éléments dont j'aimerais vous parler dans les histoires de Facebook. Il y a bien sûr la réponse de Mark Zuckerberg et tout ce qu'il y a autour aux Facebook Files et la réponse aux accusations de Frances Haugen, dont on vous parle depuis des semaines maintenant. Mais il y a aussi la panne de Facebook de la semaine dernière, dont je trouve qu'on l'a peut-être traité un petit peu légèrement la semaine dernière avec les Fabulous. Alors on a parlé du fait que WhatsApp était très important dans certaines régions du monde et que c'était une question non seulement de communication entre les personnes, mais également de commerce, et qu'il y a des administrations, alors ça c'est pas du commerce, mais des administrations qui l'utilisent pour fonctionner avec des tests de Covid, avec des gestions de l'administration
tout simplement en général, et puis l'aspect commercial avec des paiements qui se font par WhatsApp, etc. Et puis ça, on en a un tout petit peu parlé, mais il y a aussi l'aspect dont on plaisante parfois, mais qui finalement est plus important que ce qu'on avait noté, donc je voulais le réévoquer rapidement, c'est l'importance de Facebook dans la société. Et c'est vrai qu'on en parle tout le temps. Oui, Facebook, c'est Internet. Facebook, tout le monde l'utilise. Et si Facebook est down, c'est la fin du monde. Et on le dit en plaisantant. Mais là, il y a eu une démonstration assez claire de la réelle importance de Facebook, qui est peut-être pas à un niveau où on va se dire, bah, si Facebook tombe, le monde s'écroule. Mais je trouve que si on regarde ça, si on laisse de côté la plaisanterie une seconde, on commence à s'approcher de niveaux un petit peu dystopiques, où une société est tellement importante dans le monde que s'il y a, comme ça a été le cas aujourd'hui, une mauvaise configuration d'un truc, enfin bon, je vais passer les détails techniques, mais si le truc tombe, bah c'est vraiment la panique. Si ça a été construit, en fait, l'Internet et la société ont été construits de telle sorte que Facebook et ses autres services font partie de l'échafaudage. Et c'est difficile à retirer, c'est pas facile à faire sans aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore, comme je le disais, à un niveau vraiment dystopique. On n'est pas dans Robocop ou dans toutes les dystopies cyberpunkiennes où les sociétés gèrent le monde. Mais on s'en approche. Si on regarde les choses vraiment objectivement, si on n'est pas simplement avec un regard un petit peu caricatural, on n'y est pas. Mais c'est comment on fait sans Facebook? La question se pose, ou se posera peut-être bientôt. Je Ouais, sens je que suis pas tu d'accord. trépignes d'impatience. Non, t'es pas Non, je d'accord? suis pas d'accord. Je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est pas Facebook le service, c'est Facebook la société au sens de l'empilement Facebook, Instagram, WhatsApp. Mm. Et là, c'est vrai que quand tout tombe en même temps, bon, t'as un petit manque quand même. Je sais pas lequel des trois m'a le plus manqué, probablement WhatsApp en fait. Mhm. Parce que quand Facebook est down, bah c'est pas grave, tu vas sur Twitter. Ce qui est d'ailleurs là où je passe l'essentiel de mon temps, plus que sur Facebook en fait. Mais parce qu'on J'adorais fait le message de partie de Twitter. l'élite de l'Internet, Cédric. Les gens normaux, ils sont sur Facebook, eux. Et d'ailleurs, Les gens normaux, non. oui, de nos âges, la jeune génération, elle est sur Insta. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup plus de messages de gens se plaignant, ah, Insta is down, what the fuck Ouais. am I gonna do, tu vois, Mhm. que de gens se plaignant vraiment que le service Facebook fonctionnait pas. Et mais donc, je suis pas. Pour moi, ça nous a aussi démontré qu'on arrive à vivre sans. WhatsApp, c'est difficile parce que WhatsApp, c'est quand même le truc où où tu retrouves tes amis, quoi. Mhm. Surtout ceux qui n'ont pas d'iPhone. Et mais mais Ah, il y a je du conçois vrai, il qu'il y y a a des du gens vrai dans ce que tu dis. je conçois qu'il y a des gens qui aient du mal à se passer d'Instagram. Et puis en plus, ce sont aussi des plateformes de médias et de commerce. Donc il y a des gens dont le job dépend de tout ça. C'est-à-dire que t'imagines, t'es community manager, t'as coup il y a plus de Facebook, plus d'Insta. Bon, ok, tu te rabats sur Twitter et LinkedIn, mais enfin ça n'a qu'un temps. Et jamais t'imagines les Instagrammeuses et tout. Enfin, oh my god, il y a presque un, je sais pas, il y a un film à faire, un truc de The Day Instagram Was Ouais, Down. Tu vois, c'est ouais, un mais film d'horreur. Mais comme mais tu le dis, après ça, te dire c'est devenu tellement indispensable, it's become the fabric of our society et machin, je suis pas d'accord. La meilleure disons preuve, c'est que, qu'on s'en est pas mal passé finalement. bah oui, oui, mais imagine, bon, disons que là où je vais je vais te rencontrer, te retrouver au milieu entre nous deux. euh, je J'aime crois quand que tu parles anglais en français. c'est ça, n'est-ce pas? On se croirait presque au Canada. Euh, on n'est pas encore à un niveau où c'est complètement indispensable, mais pour moi, ça a quand même une grosse importance. Et sans, ça serait la panique. Mais je crois que très vite, contrairement à une infrastructure du monde physique, très vite, il pourrait y avoir des alternatives qui se développent. D'ailleurs, c'est comme à chaque fois, Telegram a visiblement ajouté 70 millions d'utilisateurs pendant que Facebook et WhatsApp étaient down. Et on a également eu Signal qui a ajouté des utilisateurs, Twitter qui a ajouté des utilisateurs, etc., etc. J'ai Snapchat adoré le même. message de Twitter, c'est quand Twitter disait bonjour
bonjour tout le monde, et entre parenthèses, et vraiment tout le monde. Mais tu vois, même Twitter, c'est 300 millions d'utilisateurs par rapport aux 3,5 milliards de Facebook. Bien sûr. Bon. Mais je pense que, en fait, la grosse différence, c'est que oui, c'est un élément, à mon sens, qui est important dans notre société, pas encore indispensable, mais important. Mais sur Internet, le gros avantage, c'est que le remplacement se fait très, très vite. Et tu peux... Alors, c'est pas d'un jour sur l'autre, mais un autre réseau peut assez vite, en une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, gagner en popularité pour le cas où, bon, à vrai dire, je vais couper court à nos divagations. Les cimetières de l'Internet sont remplis de services indispensables. C'est très beau, c'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. Bon, c'est pas de moi, hein, mais bon. C'est ce que j'explique souvent, aux gens qui disent non mais il faudrait que Google soit reclassifié comme une infrastructure sensible, cruciale, essentielle, etc. Je dis mais non, vous rendez... Alors je parle de Google là, le service, pas de l'entreprise, mais demain si tout à coup Google fonctionne pas ou si Google ferme, eh ben on ira sur Bing ou on ira, enfin tu vois, c'est les alternatives à tout ça. Brave ou sur Quant, tout ça, c'est ça. Les alternatives existent, que ce soit de manière passagère ou de manière plus structurelle, et c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Il y a eu un avant Yahoo, un après Yahoo. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce que c'est que l'après Google ou l'après Facebook, et pourtant, il y aura un après Facebook. Ouais, je me demande si on n'est pas en train de juger la situation actuelle à l'aune des situations précédentes, et si aujourd'hui les choses sont pas un petit peu différentes de par cette prédominance des GAFAM, hein, tout simplement. Alors, je dis pas qu'ils seront toujours là, les 5, dans 50 ans, mais ils sont quand même très bien installés, et puis il y a ce problème ils bouffent la concurrence, quoi. Mais au-delà de ça, à vrai dire, cette discussion spécifique sur si Facebook est down, la réalité, c'est qu'elle est un petit peu vaine, parce que Facebook ne va pas être explosé. Ils seront là pour toujours. C'est pas que, voilà, il y a un problème de configuration sur un truc. C'était vraiment grave, hein, visiblement. Ça s'est propagé sur les infrastructures physiques. Ils pouvaient plus ouvrir les portes avec les cartes d'accès des serveurs. Enfin, c'était vraiment problématique. Je sais pas, mais c'est surtout intéressant parce que d'un coup, il a fallu qu'ils se réintéressent à la sécurité physique. C'est-à-dire que ils ont dû faire ce qu'on faisait il y a 15 ans, c'est-à-dire, tu vois, aller au data center et rentrer dans la cage où se trouve le serveur. Et là, ils se sont aperçus qu'ils avaient vachement bien borné la sécurité physique de l'accès au serveur, et que donc n'importe qui pouvait pas dire il faut que j'y aille là. Non, oui, mais monsieur, mettez votre empreinte. Non, mais c'est pas moi qui ai le compte. Mais allez le chercher. Non, mais j'ai pas son numéro. Voilà. Mais tu vois, même un problème technique aussi important que ça, ça a duré 4 heures, 5 heures, et puis c'était réglé. Un petit peu 6 plus. heures, c'est beaucoup, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la nature du problème, ça s'était diffusé absolument partout, sur toutes leurs infrastructures, et même ça, qui était sans doute l'un des pires trucs qui leur soit arrivé depuis leur création, ça a duré que 6 heures. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Facebook ne va aller nulle part. Ils seront, tu vois, si on se dit, si Facebook explose un jour, si techniquement ça marche plus, la question ne sert à rien, en fait, parce que c'est pas ça qui va poser problème. Si elle sert à un truc, elle sert à mettre du baume au cœur de tous les responsables, de tous les administrateurs réseau, de tout, tu vois ce que je veux dire, qui ont eu un jour une panne qu'ils n'ont pas vu venir et qui se disent oui, mais si j'avais les moyens d'un Google ou d'un Facebook, ceci n'arriverait pas. Si, ça arriverait juste à une autre échelle, parce que le bug est consubstantiel de la technologie, donc il faut juste faire avec. L'autre sujet Facebook dont je voulais parler, c'était évidemment la suite des Facebook Files et des révélations de Frances Haugen, qui a, on l'avait dit la semaine dernière, témoigné devant le Parlement américain. Alors ça a déjà eu lieu, ça s'est plus ou moins bien passé, mais en tout cas, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et ce qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est qu'elle va aller témoigner au Parlement anglais, et encore plus important, elle va aller témoigner devant le Facebook Board. Vous vous souvenez de ce board, ce comité, cette instance, voilà, plus ou moins indépendante de Facebook, qui est censée conseiller Facebook la Cour sur la manière suprême de Facebook. Exactement, la Cour suprême de Facebook. Et donc, Frances Haugen va aller témoigner devant cette Cour suprême, devant ce comité aussi. Donc ça me paraît quand même notable et intéressant. Et puis, en parallèle de ça, Zuckerberg a posté un message, vous vous en doutez, sur Facebook, et il a
répondu aux accusations de Frances Haugen et aux accusations en général de l'ensemble de ces histoires. Alors, pour vous résumer ça, en gros, il a dit « Non, mais ces accusations, c'est n'importe quoi ». Il a fait un petit mur de texte, un petit peu long, mais il dit « Non, non, pas du tout, c'est faux ». Pourquoi est-ce qu'on ferait des études complexes si c'était pour en ignorer les résultats ? Pourquoi est-ce qu'on aurait développé des systèmes de modération les plus importants de toutes les sociétés du monde si c'était pour ne pas bien le faire ? Pourquoi ? Non, non, en fait, on fait tout. Alors, il dit plus ou moins on fait tout bien. En étant généreux, on peut dire on fait tout du mieux qu'on peut, mais à aucun moment, il ne reconnaît les problèmes. Ou en tout cas pas clairement, et il ne prend pas de responsabilité, ce qui est assez classique pour Mark Zuckerberg, mais qui est assez frustrant vu la nature de tout ce qui a été révélé. Et puis il y a deux choses qui me paraissent importantes à noter. Il y a le fait que les études qu'ils font, ce sont des études qui sont commandées par eux, donc il est difficile de croire, et qu'en plus, ils ne rendent pas public, donc il est impossible de les croire. Enfin, s'ils voulaient vraiment faire avancer les choses, qu'ils rendent les choses publiques, ça serait la première étape pour qu'on puisse leur faire confiance un minimum. Et en plus de ça, on vous rappelle qu'ils bloquent activement le travail des chercheurs indépendants. Donc voilà, ça c'est difficile de croire de leur bonne volonté quand ils font ce genre de choses. Là où il y a un petit truc sur lequel il n'a pas tort, il dit, d'ailleurs, on demande depuis des années qu'il y ait une législation de la part du Congrès américain et dans le monde, une législation pour nous dire ce qu'on doit faire, pour nous donner les règles à suivre. Et ça, c'est pas faux. Lui et d'autres géants de la tech disent « Oui, légiférons de plus en plus maintenant pour qu'on sache ce qu'on doit faire ». Et ça, je comprends que les instances législatives ne légifèrent pas parce que la réalité, c'est que c'est complexe et c'est difficile d'écrire des règles pour ce que vous devez faire, c'est A, B et C. Maintenant, à mon sens, ce qu'il faut, je dis souvent à mon sens, à mon avis, ce qu'il faut faire, ma solution, tu vas me dire Cédric si tu penses que c'est une bonne solution, tout ce qui est les lois, les choses qu'il faut faire, les effets de Facebook et des autres réseaux sociaux, on parle sur du vent, on parle sur des trucs qu'on suppose, des idées qui sont parfois des idées reçues sur lesquelles on n'a pas de données concrètes. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est, si on doit légiférer, c'est une chose très simple. Obliger Facebook, je ne sais plus si j'en parlais la semaine dernière, mais je reviens dessus parce que c'est important quand on parle de légiférer, obliger Facebook à donner l'accès aux chercheurs indépendants, à ouvrir l'accès entier à toutes les données de Facebook. Alors bien sûr, les chercheurs, ils sont sélectionnés, c'est des gens qui sont réputés, c'est pas n'importe qui, mais ouvrir l'accès à Facebook, on fait 1 an, 2 ans, 3 ans de recherche, et quand on a les résultats, les consensus scientifiques sur les effets ou les non-effets, et ben là, on peut parler de règles et de gestion des problèmes. Parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, et je me répète depuis des semaines, on parle sur du vent, on suppose des choses, on a des études qui sont commandées par Facebook que eux-mêmes dont ils se mettent à dire « Ah mais non, ça veut rien dire parce que c'est fait sur 40 personnes seulement, non, en fait ça sert à rien, ces études-là qu'on a fait, elles n'ont pas de poids, etc. » Ok, donc légiférons, disons Facebook et les autres d'ailleurs, vous devez donner un accès sans restriction à des chercheurs que peut-être vous pouvez choisir ou qu'on va choisir. Et quand on aura les résultats de ça, on pourra discuter de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, toutes les discussions sont vaines, à mon sens. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Cédric ? Est-ce que j'ai réglé le problème ? Alors, voilà, problème réglé, dossier suivant. Non, les dénégations de Mark Zuckerberg et de Facebook en général, parce qu'il y a eu plusieurs prises de parole là-dessus, sont souvent, dans le vague, là où les témoignages de Frances Haugen sont sur des choses souvent très précises. Et puis surtout, Frances Haugen, elle arrive pas juste avec son témoignage, elle arrive avec des documents. Et là, c'est quand même beaucoup plus difficile voilà, c'est pour ça que les dénégations rentrent rarement dans le nitty-gritty, dans le détail de ce que les documents affichent. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, mais après évidemment quand il dit non mais en fait faudrait une loi. Je veux dire, la seule raison pour laquelle il peut dire il faudrait une loi, d'abord c'est parce que c'est une
pirouette de communication extrêmement efficace, parce que de fait, c'est facile de dire, il y a qu'un faucon, il faudrait que Facebook fasse ça ou ça, mais si c'est dans la loi, c'est mieux. Mais il sait que ce processus sera long, ardu et semé d'embûches. Et puis en plus, je pense, quand on connaît un tout petit peu Zuckerberg, qu'il pense que c'est un processus qu'il peut maîtriser. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens de lobbying, etc., etc. Ils ont des alliés au Congrès. Ils ont, bref. En gros, il imagine que si loi il y a, elle n'empêcherait pas de faire du business. Regarde un peu ce qui s'est passé avec le RGPD en Europe sur la vie privée, où on disait enfin un truc qui va se mettre sur la route des GAFAM machin. En fait, non, parce que ce sont eux qui ont eu le temps, les moyens, etc. pour l'anticiper le mieux, pour l'intégrer le mieux, même si apparemment il y a eu des ratés, etc. Mais bien mieux que n'ont pu le faire, tu vois, la PME du coin, quoi. Ou le journal machin ou le magazine truc qui toujours aujourd'hui ne te propose qu'un seul bouton disant j'accepte. Alors qu'évidemment eux ne se risqueraient pas, un Facebook ou un Google se risqueraient pas à ce genre de choses. Donc non, je pense pas que le problème soit réglé, mais si tu veux, au bout d'un moment, il faut juste se poser la question de manière simple. C'est avec l'âge que tu finis par te poser des questions de manière plus simple. Facebook fait-il partie de la solution ou du problème? S'il fait partie du problème, pourquoi on s'emmerde avec? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas au-delà, tu vois, de l'ambition affichée, de connecter tout, machin, etc. Oui, mais c'est pour ça on a déjà plein d'outils. On reste sur Facebook parce qu'on y a des amis. Moi, je connais plein de gens maintenant qui ferment leur compte Facebook. J'ai pas encore eu la force morale de le faire parce que je sais qu'il y a quelques personnes que je ne fréquente entre guillemets que sur Facebook, donc ça m'attristerait un peu de pas les récupérer ailleurs, mais je reste intimement persuadé qu'il y aura un monde après Facebook. Là encore, je parle pas de l'entreprise, je parle du service, parce que Insta, il y a pas de raison que ça, tu vois. Oui, même si aussi il y a des soucis sur Insta. Moi, je sais que tu vois, là où j'ai été toujours très permissif avec moi-même. Quand l'une de mes filles, je lui dis tiens, tu veux quoi pour Noël, et elle me dit je veux un compte TikTok. La réponse est tellement non, quoi. C'est genre même pas en rêve. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que certains, justement, au-delà du fait que Facebook commence à réagir en disant bon, en fait, on va faire moins de news politiques et plus de news sur les amis. Nick Clegg a déclaré ça récemment, et puis il a aussi dit que Instagram va encourager les gens à ne pas lire les contenus toxiques sur Instagram. Donc ça commence à les faire bouger un petit peu, mais encore plus important, c'est ce que dit The Atlantic, que j'ai trouvé assez intéressant. Evelyn Douek a écrit un article sur le fait que personne s'intéresse à TikTok parce que c'est censé être les trucs marrants, les danses rigolotes, tout ça. La réalité, c'est que beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais au moins aussi potentiellement problématique que Facebook, il y a TikTok. D'une part parce que c'est toute la jeunesse qui est dessus, encore plus que Instagram évidemment. D'autre part, ils ont un algorithme qui est diaboliquement efficace, beaucoup plus efficace que ce qu'on trouve ailleurs, et c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Et il y a du contenu qui commence à y avoir de plus en plus de contenu problématique sur TikTok aussi. Et la question de l'influence de la Chine sur TikTok dans la société mère ByteDance. Et d'ailleurs, c'est la semaine dernière, le Parti communiste a annoncé avoir pris une participation notable dans ByteDance, c'est ça? Je ne sais plus combien ils ont pris, mais ils sont au board, etc. J'ai pas vu. Alors attention, parce que TikTok, la plateforme, elle est opérée maintenant aux États-Unis par une société américaine, enfin de droit américain. Oui, mais enfin, elle appartient quand même à ByteDance. Ils voulaient s'introduire en bourse. Oui, mais ils appartiennent à ByteDance, qui est une société chinoise. Sans même aller jusque-là, en fait. C'est vrai que moi, c'est amusant parce que je vais assez peu sur TikTok pour une raison simple, c'est justement parce que l'algo est d'une efficacité redoutable et que quand il m'arrive par désœuvrement, ça va, heureusement, le désœuvrement n'est pas un truc qui me guette beaucoup, de démarrer TikTok, tu vois, genre je suis dans le canapé, je sais pas, j'attends que ma femme revienne parce qu'elle passe un coup de fil, machin, et là, tout à coup, et là, et le même 90 minutes plus tard, en train de continuer à scroller, c'est rigolo. C'est rigolo. Non, mais c'est pas possible. Et je suis d'accord avec l'article que tu citais. Pendant longtemps, c'était vraiment que des TikTokeries, quoi. Très bien. Et là, j'ai vu apparaître nombre de contenus
un peu conspi, tu vois, anti-vax, anti-machin, etc. Et là, ça pose un vrai souci parce que quand quelqu'un te partage un truc qui tient pas debout sur Facebook, tu peux dire non mais tonton, non, non c'est pas ça parce que regarde là moi je te réponds avec un autre lien qui Mm. va t'expliquer qu'en fait non c'est pas vrai. TikTok est pas un truc, est pas un support, est pas un réseau qui appelle à la discussion. Ouais. C'est un truc où t'es quand même très spectateur. C'est vachement bien gaulé comme ça, mais du coup, voilà, un truc chasse l'autre et j'aime en plus que plus j'en regarde, plus ils m'en proposent, donc c'est terrible. Ah bah ils savent, hein, t'as Donc non. passé 14 secondes sur ce contenu, t'as passé 27 sur l'autre, 3 sur Mmh. celui-là, donc ça, il y en a moins. Ouais, ouais, non mais c'est Et le fait clairement. en plus, de fait que ça vise beaucoup des plus jeunes générations, pose d'autres questions. C'est-à-dire que toute cette histoire sur Facebook a quand même eu un immense mérite, c'est que ça les a poussés à remettre au placard l'idée d'un Instagram for Kids, Mmh. qui, moi, honnêtement, est un truc qui me fait très peur. Ouais. C'est hors là, si tu veux, il y a des, tu vois, il y a des barrières dans la vie. C'est non. Moi, j'ai une fille qui a 7 ans maintenant et qui, quand elle arrive à choper mon iPhone, je retrouve sur mon iPhone des vidéos qui commencent par Welcome to my channel. Non, mais attends, tu vois, genre, attends, arrêtez tout, quoi. Donc, et à la lumière de ce que raconte Frances Hogan, oui, de fait, je pense que là, clairement, Insta for Kids ressemble au prototype parfait de la fausse bonne idée. Bon, bah écoutez, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions d'en parler à nouveau, de parler des milliards que Zuckerberg a perdus. C'est toujours marrant quand on parle de ce genre de choses parce que Zuckerberg a perdu 7 milliards. Non, c'est pas ça. C'est que la valeur des actions Facebook qu'il a baissé parce que la valeur de Facebook a baissé et ça remonte et ça redescend. Non, il n'a pas perdu. Il va très bien, hein, il y a pas de souci. Mais bon, et il y a d'autres sujets qu'on pourrait évoquer, mais on a déjà assez parlé de Facebook. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On y reviendra si des développements intéressants ont lieu dans les semaines à venir. On va parler du Pixel 6, on va parler de Google qui se bat contre ceux qui nient le changement climatique et de plein d'autres choses. Mais juste maintenant, tout de suite, je voudrais vous parler de Florian. Florian, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Patreon et qui m'a expliqué qu'il avait décidé de soutenir l'émission après avoir écouté pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, il a écouté le rendez-vous tech, un peu le rendez-vous jeu, et il était au lycée quand il a commencé. Et là, il travaille, il a un vrai métier, il est quelqu'un de sérieux. Et il m'écoute encore et il m'a envoyé un message pour me dire que je faisais un petit peu partie de sa vie. Et ça m'a énormément touché parce que c'est vrai qu'on a une relation quand même qui est particulière avec les auditeurs. Dans un podcast, on en plaisantait tout à l'heure avant de commencer vraiment l'émission, mais on a une relation qui est spéciale, quoi. Alors, on n'est pas de la famille et des amis. Les premiers cercles, c'est la famille, les amis. Et puis, après, il y a les gens qu'on rencontre de temps en temps ou les gens qu'on ne connaît pas trop. Et puis, entre ces deux catégories, il y a des gens avec qui on passe 1 heure, 2 heures, parfois plus par semaine, avec leur voix dans les oreilles. C'est hyper intime. Et puis, moi, je vous parle naturellement. Je ne suis pas comme font les gens dans les médias traditionnels, mais on se parle voilà, normalement, donc vous connaissez ma vie, vous connaissez quand j'étais célibataire, puis ma copine qui est devenue ma femme, et puis les enfants, et on est ensemble depuis toutes ces années. Et le message de Florian m'a vraiment touché. J'en reçois de temps en temps, hein, c'est pas le seul qui a fait ça, mais de temps en temps, tous les quelques temps, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire, voilà, j'étais à l'école, maintenant je suis adulte, ou maintenant j'ai des enfants, et qui soutient l'émission maintenant parce que ça leur tient à cœur et puis ils peuvent plus se le permettre peut-être qu'à l'époque. Et je voulais partager avec vous ce message parce que moi j'ai la même sensation. Je suis avec vous, ça a changé ma vie complètement ce métier de podcasteur et maintenant j'en vis grâce à vous et je vous croise depuis des années, parfois sur internet, parfois dans la vie quand on pouvait encore le faire et quand on pourra le faire, je suis sûr bientôt. Et donc on a cette relation qui est spéciale et ça me touche toujours quand des auditeurs m'envoie ce genre de message. Donc merci Florian. Si vous aussi vous accordez cette petite place particulière à mes émissions, eh ben n'hésitez pas à aller soutenir sur Patreon pour que je puisse continuer à les faire. Patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous.
Et merci à Florian qui a encore envoyé des abonnements. Merci beaucoup, c'est super gentil. Très très gentil. On est sur Twitch et il a envoyé des abonnements. En plus de son soutien, je le vois là dans le chat, c'est très gentil. Oh. Et Laurent, tu nous écoutes depuis azeroth.fr. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui écoutent depuis azeroth.fr dans l'audience. Oui. Vous avez, vous, une place encore plus particulière dans mon cœur. Ah. Eh oui, c'était le début. Hein. C'était il y a, rendez-vous compte, 2006, 15 ans. Bon, parlons un petit peu de Pixel 6. Pixel 6, c'est bien sûr le prochain téléphone de Google, qui est particulier parce que il est construit vraiment par Google. Enfin, ils font la puce en plus de différentes choses qu'ils font dans le téléphone. Ils font aussi la puce et c'est un vrai retour vers l'importance des téléphones qu'ils fabriquent eux-mêmes en fait. Et bon, on en a déjà parlé, on aura la présentation de l'appareil le 19 octobre, donc dans une semaine tout pile dans la soirée. Mais là, on a eu des leaks sur ses performances et ses capacités au niveau de la photo. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'avais tiré de l'article que j'avais vu et que j'avais posté sur le compte Twitter du Rendez-vous Tech, RDV Tech. Alors, dans la veille, les infos essentielles. Il y a un capteur photo 50 mégapixels. Alors, c'est beaucoup de mégapixels. C'est 150% de lumière en plus. C'est ça qui est important. Le capteur est beaucoup plus grand. Donc, ça risque de faire des photos assez intéressantes. La version Pro aura un capteur ultra-wide en 12 mégapixels et un capteur téléphoto en 48 mégapixels. Encore une fois, on n'est pas sûr que les photos exploitent l'ensemble des pixels, mais parfois, il y a la lumière de différents pixels qui sont unifiés pour faire plus de lumière sur un pixel, un sous-pixel, enfin ce genre de choses. Je vous passe les détails. On aura aussi une fonction Magic Eraser. Vous savez, c'est ces fonctions qu'on voit parfois dans Photoshop où vous pouvez dire ce petit détail, je l'aime pas, et ça le supprime automatiquement. C'est merveilleux. Ça peut vous permettre. Il montre dans le matériel marketing de la boîte, il montre le fait qu'on peut enlever des détails qu'on veut pas dans une photo, comme des personnes qui sont dans le fond ou ce genre de choses. Et puis il y a aussi une fonction défloutage qui permet de déflouter un visage si vous avez pris une photo qui était pas super nette, et ça peut être hyper pratique aussi pour vos photos. On le sait, hein, Google, leur grosse force, c'est l'aspect computationnel, donc l'aspect informatique, logiciel, pour le traitement des photos, et là, ils le mettent à profit. Donc on aura toutes les réponses, toutes les confirmations la semaine prochaine, mais ça a l'air d'être un appareil, comme toujours, à vrai dire, pas comme toujours avec les pixels, mais comme ça a pu l'être avec les pixels, un appareil assez intéressant. Et toujours ces questions sur pourquoi est-ce que Google en fait pas plus. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des appareils assez remarquables. Moi, j'ai un 4, j'ai un 5, et c'est des appareils que j'aime beaucoup, au moins comme deuxième téléphone. Mais c'est vrai qu'ils sont très mal distribués. Alors au début, on disait oui, mais en fait, en gros, ils produisent un truc qui est une espèce d'état de l'art de ce qui doit être fait pour inspirer les autres constructeurs et pour, tu vois, mettre la barre où ils ont envie qu'elle soit sur le reste du marché Android. Mais non, enfin voilà, j'ai toujours pas compris la fonction exacte du Pixel chez Google, mais par contre, chapeau bas. Là, j'ai très envie d'aller voir la fonction Magic Eraser, tout ça, même si c'est des choses que tu vois déjà dans des apps. Et puis voilà, juste avoir plus de lumière grâce au nouveau capteur. Plus de lumière, c'est toujours bien. Pour une photo, c'est clair. Je pense que là, justement, c'est le retour aux choses sérieuses des téléphones de Google, mais on aura la réponse la semaine prochaine. Justement, en parlant de Google, ils ont fait une annonce intéressante. On parlait de changements sur YouTube et ailleurs pour combattre la désinformation. Ils ont annoncé que dès le mois prochain, début novembre, ils vont démonétiser les vidéos qui nient le changement climatique. Donc ça va être vraiment une action. On sait que la démonétisation, c'est hyper important parce que ce que ça veut dire, c'est que les vidéos qui font certaines choses, en l'occurrence qui nient le changement climatique,
eh ben, elles ne peuvent plus gagner d'argent. C'est pas qu'elles sont supprimées de la plateforme, mais Google, enfin YouTube en l'occurrence, n'autorise plus les publicités accolées à ces vidéos. Alors ce qu'ils disent, c'est que leurs annonceurs leur ont dit qu'ils ne voulaient plus être associés à ce genre de vidéos, ce qui est possible. Peut-être que c'est une décision un petit peu plus éditoriale de leur part aussi. On ne saura peut-être jamais, mais dans les faits, ça veut dire que ces vidéos spécifiquement vont devenir beaucoup moins attractives à faire pour les gens qui font des vidéos. Et ça, c'est évidemment super notable. Dans le même domaine, plus ou moins, Google serait en train de développer une fonction qu'ils appellent Big Moments. C'est quoi Big Moments? Ça, c'est sur le moteur de recherche, pas sur YouTube, sur le moteur de recherche Google. En fait, ils sont source d'autorité pour la recherche en général, mais ils sont moins efficaces que les réseaux sociaux pour l'actu brûlante, l'actu du moment, les news. Et l'idée serait là de créer des contenus supplémentaires quand les gens recherchent des sujets d'information du moment et d'avoir des données qui seraient associées à ces informations pour mettre du contexte autour de l'information avec des données. Alors eux, ils disent, on prendra des données d'organisations officielles, d'administration, des choses comme ça, pour expliquer les sujets qu'on recherche. Il donne des exemples où on pourrait avoir, je ne sais pas, par exemple, des chiffres, enfin, bon, peu importe, mais il mettrait, si on dit il y a des ouragans, voilà, c'est l'exemple que je vais vous donner, il y a un ouragan, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, il pourrait mettre le contexte avec le nombre d'ouragans qu'il y a eu les années précédentes, l'intensité, les choses comme ça, pour que, justement, on puisse comprendre l'information. Évidemment, la question... Ils disent qu'ils font tout ça de manière algorithmique. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué, comme on l'a appris parfois à nos dépens. L'algorithme, il y a quand même quelqu'un qui établit ce que va faire l'algorithme avant, donc le choix des sources, par exemple, est important, etc. Et Google serait un peu en train de mettre le doigt dans l'engrenage d'un truc qui a cassé les dents, ou c'est peut-être un peu fort de dire casser les dents, mais qui a bien embêté les réseaux sociaux. Mais bon, Ouais. c'est peut-être pas une mauvaise idée en soi, a priori. Donc, d'une part... En tout cas, ils ont les data pour le faire. C'est sûr. Mais donc, d'une part, cette histoire d'anti-changement climatique, et enfin, des informations sur le changement climatique et l'histoire des big moments, c'est bien, peut-être, vous sentez mon hésitation. Non, ça me semble être une prophylaxie élémentaire de démonétiser ce genre de contenu, parce qu'en fait, plus que l'existence de ces contenus, il faut arriver à empêcher d'en faire un commerce, parce que c'est quand même ça, je veux dire, le fond du truc, que ce soit ça, que ce soit moult contenus de désinformation, des trucs racistes, antisémites, etc. Ce sont des fonds de commerce. Ouais. C'est quand même des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Il y en a qui le font par pure conviction, mais normalement ça dure jamais longtemps. Mais c'est quand ça devient un fonds de com, tu vois, les Alex Jones, tout ça, qui ont des petites entreprises qui connaissaient pas la crise avant de se faire jeter de YouTube et d'ailleurs. Ouais. Donc justement, finalement, l'argent est un bon moyen de combattre la désinformation, ou en tout cas arriver à couper le robinet du financement et pas à devenir le jouet, la plateforme et le moyen de rémunération de ces gens-là. Donc ça, super. Sur Big Moments, j'attends de voir. Ouais. Parce qu'évidemment... mais c'est vrai. Sûr, hein. Mais mais complètement. Non, mais j'essaie de réfléchir à comment est-ce qu'ils pouvaient l'architecturer. Et c'est vrai que c'est pas hyper dur de détecter des breaking news. D'abord, souvent c'est marqué dessus. Mais tu vois, quand 50 médias à réputation correcte publient tout à coup la même chose dans les 10 mêmes minutes, tu te dis il se passe quelque chose. Et donc après, c'est toujours l'angoisse, enfin tu vois, de Google, c'est que personne ne profite de l'algorithme. Parce qu'après tout le monde essaie de jouer avec les algorithmes de Google. Tout le monde se demande comment faut-il que je titre telle page, que je titre tel papier, que je machin, pour arriver en haut de l'algo. Ils ont déjà l'appareil news, et l'algorithme news, il existe déjà. D'ailleurs, il y a même certains éléments de Big Moments qui reprennent des choses qui existent déjà ailleurs. Mais là, ça serait... c'est un peu différent, tu vois. J'ai l'impression, d'après la manière dont il l'explique,
que c'est pas un truc qui va simplement te présenter des news, mais sur les news qui existent déjà et qui sont déjà présentées, mettre des données supplémentaires pour donner du contexte d'autorité. Tu vois ? Et ce contexte, il viendrait d'où ? C'est pas vraiment des organes de presse, c'est plutôt des données statistiques et ce genre de choses. Donc. Ouais, ça là-dessus, ils peuvent être très très bons parce qu'en gros, ils peuvent qualifier les sources et ils peuvent avoir les algos pour faire ça en plus de manière automatique parce que la tentation, ce serait quand même de faire une sorte de comment on disait, de curation, je déteste ce mot, humaine sur ce genre de contenu, surtout si c'est des choses à visée événementielle, etc. Bon, je sais pas, peut-être qu'ils arriveront à un modèle hybride ou s'ils y arrivent de manière purement algorithmique, là, ce sera impressionnant. À voir, à voir. Sur celui-là, on est un peu plus circonspect, je pense qu'on l'a bien compris. Alors, quelques news sur les réseaux sociaux et autres. Il semblerait que Amazon soit en train de travailler sur un frigo. Alors, on a déjà entendu parler de frigo connecté, mais là, avec Amazon, ça serait cohérent. Qui pourrait, d'une part, vous dire ce que vous avez dans votre frigo. Ça utilise la technologie de Amazon, comment il s'appelle ? Fresh Now, je ne sais plus, Go, Amazon Go, ça doit être ça. Les magasins où il n'y a pas de caissier et de caissière, et qui peut en plus vous suggérer des recettes, ce genre de choses. Ils ont déjà investi depuis plusieurs années 50 millions de dollars par an. Alors évidemment, pour Amazon, c'est une broutille, mais c'est intéressant de voir. Ils ont déjà fait en plus des appareils électroménagers, donc ça ne serait pas complètement déconnant pour eux. Peut-être qu'ils réussiraient enfin à faire un frigo connecté qui serait cohérent et pas juste un gadget. Instagram est en train d'abandonner je suis toujours frustré désolé, mais je suis toujours frustré de ne pas avoir vu apparaître chez nous le four à micro-ondes connecté qu'ils avaient fait, moi, qui me passionnait, mais ils ont une tendance à sortir 15 trucs, et puis finalement, t'en vois assez peu sortir. Ouais, ils voient ce qui marche. Tu vois, c'est comme quand tu fais des pâtes, tu les jettes contre le mur, quand ça colle, c'est que c'est bon. Toi aussi, tu parles anglais en français. Hein, c'est voilà, la même exactement. Instagram est en train d'abandonner la marque IGTV. Vous savez que IGTV, c'était la marque, entre guillemets, vidéo d'Instagram. Et bien là, l'application va être abandonnée et ils vont intégrer les vidéos au flux classique d'Instagram, là où ça sera différent des Reels et des Stories. Ça commence à devenir un peu complexe, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a peu de temps, le chef d'Instagram, qui s'appelle Adam Mosseri, avait dit on n'est plus une application de partage de photos, et il voulait se concentrer sur la vidéo. Donc, bon, ils abandonnent la marque IGTV, ça a l'air clair, mais par contre, la vidéo est en train d'arriver de manière beaucoup plus proéminente sur Instagram directement. Et puis encore plus intéressant que ça, Snapchat est en train de développer et à vrai dire, de publier des outils pour encourager les jeunes, cette fameuse démographie difficile à toucher, pour encourager les jeunes à s'engager politiquement. Mais pas juste à s'engager en votant, mais à se présenter pour des mandats. C'est une initiative qui me paraît très intéressante. Alors, ils travaillent avec des organismes spécialisés dans le domaine. Ce n'est pas eux qui font ça directement eux-mêmes. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est donc donner les informations sur les places à pourvoir administratives et politiques dans leur région, comment ça se passe pour s'inscrire, comment ça se passe pour faire campagne, etc. Franchement, ça me paraît être plutôt une bonne idée. J'ai du mal à voir un côté négatif à cette idée-là. Ça me paraît pas mal. Autre sujet qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, pour le coup, TF1, MyTF1 Max, qui est une offre de SVOD pour les programmes de TF1. Alors, tu peux te récuser si tu veux, Cédric, puisque c'est ta maison un petit peu. Mais en fait, c'est des programmes qui sont déjà dans Salto, mais qui seront accessibles pour, vous vous souvenez de Salto, qui coûte 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça, par mois. Eh bien, MyTF1 Max, ça sera les contenus de TF1 en SVOD, sans pub, et pour, on va dire, 3 à 4 euros, 3 euros le premier mois, la première année, et 4 euros l'année suivante, pour les gens qui veulent le contenu de TF1.
pourquoi pas? C'est suffisamment bon marché, peut-être. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une offre premium pour le replay qui existe déjà avec de la pub. Donc, si vous regardez beaucoup de contenu de TF1 et que tout le contenu de Salto ne vous intéresse pas, Salto coûte à peu près le double, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de choses sur Salto. C'est pas pour moi, je vois pas. Disons que j'ai du mal à imaginer quelqu'un que ça pourrait intéresser, uniquement le contenu de TF1, mais en même temps, je crois qu'on peut pas dire tout le temps ah les gens font rien, en France on n'essaye pas des trucs et on est en retard sur tout. Alors oui, peut-être qu'ils auraient pu le faire plus tôt, mais tant qu'à faire, autant essayer. Ils ont déjà le contenu en replay, ils mettent un système de paiement pour virer les pubs. Bah oui, tentons, pourquoi pas. MyTF1 Max, bravo TF1. Bon. Contractuellement, je peux pas avoir une opinion sur ce que tu viens de dire. Non, c'est bien sûr. Il y a pas, non, mais déjà, il y a pas de mauvais canal pour toucher une audience. Et tu vois, c'est pas, c'est moi, je le compare à YouTube Plus ou YouTube Red. Ouais, c'est YouTube Premium. Voilà, Premium, pardon. C'est-à-dire, voilà, bien sûr, si tu es prêt à payer pour éviter la pub, bah, c'est super. Exactement. Et puis, c'est un modèle économique voilà, durable. On est d'accord. Je pense qu'il est facile de se moquer de ce genre de choses. On voit déjà les blagues fusées, Joséphine Ange Gardien. Bah, vous savez quoi, Joséphine Ange Gardien, il y a plein de gens qui regardent. Donc, on peut en rire, mais je me souviens, c'est un contenu. J'ai été frappé le jour. C'était quel service de replay c'est un jour, c'est France Télévisions qui donnait des chiffres sur son service de replay. Évidemment, tout le monde leur demandait, mais quel est le truc le plus joué? Est-ce que c'est le téléfilm machin? Est-ce que c'est le JT? Est-ce que c'est une émission d'information de France 2? Bah non, évidemment, le truc le plus joué, mais de très 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 loin, c'était Peppa Pig. Mais oui. Tu peux pas te battre. Tu peux pas te battre contre les émissions enfantines parce que les enfants regardent le même 42 fois. Je peux te dire que Caillou, ça y va chez moi. Hein. Bah Caillou, tu vois, non, c'est ça. Non, mais ça, c'est des trucs tu peux pas tester. Faire ce que tu veux, mais voilà, c'est. On est d'accord. Quelques mots sur des aspects, des questions politiques et légales. L'Irlande. Inattendu retournement de situation, l'Irlande a décidé de rentrer dans l'accord qui fixerait à 15% le montant minimum des impôts sur les sociétés. Vous vous souvenez que c'était une question hautement débattue parce que ça a donné lieu notamment à la taxe sur le numérique qu'on a vu implémenter en France en attendant cet accord justement pour éviter que y ait des sociétés qui puissent s'expatrier pour payer moins d'impôts sur les sociétés. Alors 15% évidemment c'est pas le montant qu'on peut trouver dans certains pays, mais c'est un montant minimum qui fera que peut-être certaines sociétés pourront décider de rester là où elles sont plutôt que de s'expatrier pour des impôts encore moins élevés. Aujourd'hui, l'Irlande a comme argument marketing en quelque sorte pour attirer les sociétés chez eux une taxe de 12,5%. Donc pour eux, ça ne va pas changer énormément, on va dire, même si 2,5% ça compte. Mais il faisait de la résistance parce qu'il disait, nous, c'est l'un de nos arguments qu'on peut faire. Vous êtes au milieu de l'Europe, il y a du passage chez vous, vous avez beaucoup de population. Donc évidemment, nous, on ne peut pas se battre contre ça. Et l'impôt sur les sociétés, le montant de la taxe, c'est un de nos arguments. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont dit OK? C'est un élément extrêmement intéressant, c'est que ils ont fait modifier le texte de l'accord, parce que l'accord disait la taxe sera d'au moins 15%, et aujourd'hui, le texte dit la taxe sera de 15%. Donc, on n'a pas de sous-entendu que ça pourrait monter plus. Et donc, j'imagine que pour l'Irlande, c'est un bon deal, parce que 15%, c'est relativement proche de là où ils sont. Après, ça peut toujours monter à plus si on fait un nouveau texte, mais ça leur donne quelques assurances. Et puis, c'est extrêmement important parce que c'était le dernier gros blocage pour la signature de cet accord qui, du coup, maintenant est sur les rails. Et donc, il y a eu un accord de... c'est combien? 136 pays qui l'ont signé, ça y est. Il faut quand même que le G20 l'approuve. Mais c'est important parce que c'est toute cette discussion qu'on avait eue pendant des mois et des mois sur la taxe numérique
numérique, eh ben, la taxe numérique, elle est rendue invalidée, en tout cas c'est ce qu'avait promis la France, qu'il a implémenté cette taxe numérique de 3%, vous vous en souvenez, eh ben, c'était pour pallier à cette discussion qui n'était pas arrivée à son terme. Donc a priori, quand ça sera validé, la taxe numérique devrait disparaître et cet accord remplacera en quelque sorte, même si pour nous ça ne changera pas grand-chose. C'est une news importante, ça, quand même. C'est ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'en fait ce genre de choses ne peut fonctionner que si tout le monde les applique et les applique en même temps. Alors après, il y aura toujours évidemment des différences sur l'imposition d'un pays à un autre, mais c'était là, on était dans un système invivable, c'est-à-dire qu'on avait à l'intérieur de l'Union des pays qui, parfois d'ailleurs par la conjugaison de leur politique fiscale réciproque, devenaient des, je dirais pas des paradis fiscaux, mais pas loin. Tu sais, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi il y avait plein d'écrivains français qui partaient en Irlande. Alors moi, j'adore l'Irlande, j'y ai passé mes vacances pendant 20 ans, mais je disais non, c'est chouette, ouais, c'est vrai. Michel Déon adore l'Irlande. Ah, Michel Houellebecq adore l'Irlande aussi. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, en Irlande, les œuvres de l'esprit ne sont pas imposées. Donc bon, la poésie, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même toujours des raisons objectives de faire ce qu'on fait. C'est parfois un peu décevant, mais après, j'adorerais l'Irlande jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça ne changera pas. Donc je suis ravi de les voir revenir à de meilleurs sentiments, même si ça a dû être des discussions un petit peu compliquées avec certaines entreprises, parce que tu vois, c'est pas si Apple s'est installé à Cork depuis si longtemps, c'est pas juste pour la côte magnifique du West Cork et tout ça. Non, il y avait d'autres raisons. Oui, et puis j'imagine qu'ils pourront toujours signer des accords qui seront ensuite dénoncés par l'Union européenne. Genre, on vous fait moins de des taxes, enfin comment on dit Tu peux consentir d'autres avantages. Tu peux consentir. Oui, il y a probablement des choses non monétaires aussi, mais bon, un truc à la fois. Est-ce que tu sais ce que sont les keyword warrants ? J'ai lu cet article sur Forbes. Oui, absolument, et ça fout la trouille, très honnêtement. Alors, de quoi le keyword warrant, c'est... Vas-y, je te laisse expliquer. Moi, je peux. Hein, c'est comme une perquisition à l'envers. C'est-à-dire que c'est un truc que seul le numérique permet. Normalement, si par exemple, demain, je soupçonne, si je suis policier ou si je suis juge d'instruction, et si je soupçonne que, je sais pas, il y a un truc, ce Patrick Béja, à mon avis, il doit faire des trucs pas clairs, pas nets. Donc, je vais requérir les opérateurs télécoms qui vont me donner accès à sa ligne mobile, à sa ligne internet, voire même je vais directement envoyer un message chez ton fournisseur de mail, ton hébergeur, etc., pour avoir accès à tes données. Tout ça existe, tout ça est légal et tout ça se fait par milliers chaque jour en France. Ça, ok, ça fait partie de la procédure judiciaire normale. Classique. Jusque-là, tout va bien. Le keyword warrant, c'est un truc à l'envers. Tu vas voir Google et tu lui dis pas « j'aimerais en savoir plus sur Patrick Béja ». Tu lui dis « j'aimerais en savoir plus sur tous les gens qui vont taper ce mot-là dans Google ». Et là, ça fout les jetons quand même. Je rigole, mais je d'abord jaune, parce que... Non, ouais. D'abord parce qu'évidemment, ça ratisse quand même hyper large. Enfin, ça dépend du keyword. Voilà. Mais et puis ça a quand même un petit côté, je n'ose dire le mot, mais ça a un petit côté Big Brother, quoi. Concrètement, pour bien expliquer comment ça fonctionne, les services de police vont voir Google et vont dire on voudrait savoir qui fait la recherche Cédric Ingrand Peppa Pig, par exemple au hasard. Si quelqu'un fait la recherche, les 4 mots Cédric Ingrand et Peppa Pig ensemble, on veut avoir les données sur ces personnes. C'est-à-dire qu'on peut obtenir toutes les données que Google a sur la personne. Généralement, c'est l'adresse IP, mais ça peut être plus si vous êtes connecté, logué sur Google. Et puis, à partir de l'adresse IP, vous pouvez aussi retrouver à peu près n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Google dit au service de police qui a fait une recherche donnée. Voilà. Ouais. Là, en l'occurrence, c'était des infos autour du nom d'une victime. Donc là, oui, on peut comprendre que là, c'est un truc c'est pas un keyword, tu vois, autour. C'est pas un truc qui va ratisser très large. C'est un truc très spécifique.
Mais c'est le principe forcément qui fait un peu genre aïe. Je comprends évidemment hein, que un enquêteur peut avoir envie de faire ce genre de choses. T'imagines, c'est merveilleux. Tu trouves quelqu'un qui est mort et tu n'en parles à personne, mais d'un coup tu te mets à filtrer toutes les requêtes sur son nom sur Google. Ah ouais, bien sûr, tu te dis que ça risque quand même de faire avancer ton enquête C'est très sûr. très fort. Mais voilà, je savais même pas que c'était possible. D'ailleurs, je sais pas Alors, est-ce que Google a combattu le truc parce que sur le principe, ça doit quand même ça doit piquer un peu quoi. disons que, alors, sur la question est-ce que ça existait déjà, l'IFF en tout cas dit que ça existe au moins depuis 2018. Donc c'est pas un truc qui est tout récent, mais on a eu des informations qui l'ont remis sur le devant de la scène et qui l'ont rendu plus public ces derniers jours. Et puis, il y a deux choses qu'il faut ajouter. D'une part, les raisons pour lesquelles ça fait peur, c'est que évidemment, ça peut mettre dans la boucle des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Alors, si c'est des trucs très spécifiques, peut-être que bon, mais c'est toujours ce qu'on appelle une fishing expedition en anglais, une Mhm. expédition de pêche, c'est-à-dire que tu envoies un hameçon et puis tu vois qui mord. Et le problème de ce genre de Ouais, technique c'est même policière, de la pêche au filet là pour le coup. Hein, ouais, c'est ça. Et si tu fais ce genre de choses, le problème, c'est que tu peux mettre dans ton collimateur, dans le collimateur des forces de police, des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Et c'est compliqué ensuite peut-être de sortir du collimateur. Enfin, c'est dangereux en tout cas. Bon, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que ce genre de procédure est pas vraiment comparable à la surveillance de masse qu'on avait pu voir il y a quelques années, parce qu'il faut pour chacune de ces procédures que ça soit effectivement approuvé par un juge individuellement, et il y a le judiciaire qui est inclus dans la boucle. Donc, il y a quand même cette protection qui est respectée. Mais il n'empêche, moi, jusqu'à maintenant, je ne savais pas que ce genre de choses était possible. C'est le genre de choses dont tu dis, ah oui, ça serait intéressant que ça soit possible. Bah là, oui, c'est possible. Et Ah bah c'est super puissant. Hein. oui, Oui, bien sûr. clairement. Mais tout à coup, il y a des gens qui vont venir taper à ta porte. Enfin, tu vois, parce qu'en plus là, c'est le nom d'une victime. Or, dans le monde anglo-saxon, des homonymes, t'en as toujours. Hein, Ah bah, il y a des homonymes, il y a des gens, tu peux chercher le nom de ta personne, je sais pas, d'une personne que tu connaissais au lycée ou j'en sais rien, oui, mais oui. Enfin, puis tu peux avoir et mille raisons de chercher un nom, surtout si c'est un homonyme. Moi, j'ai cette histoire une fois. Je suis parti à la Nouvelle-Orléans pour un reportage et j'arrive. Bon, tu sais, c'est compliqué, Nouvelle-Orléans, il n'y a pas de vol direct. Bon, bref. Et j'arrive dans mon hôtel et je pose ma valise, j'ouvre, machin, je prends une douche, je sors. Et j'avais allumé CNN bêtement. Et là, je vois, mais vraiment fugitivement, le synthé, le lower third, le truc, c'est avec le nom et le titre de la personne qui est en train de parler, qui est interviewée. Et je vois Cédric Ingrand. Je dis, ouais. Mais ça a duré une seconde, genre, what? Et le Cédric un grand question, c'était un officier de la police de la Nouvelle-Orléans, mais c'était un grand black qui devait faire 1m95. Donc voilà. d'accord. Et moi qui suis pas habitué à avoir des homonymes, ça m'a fait un choc. Depuis, je m'en suis découvert un autre qui habite pas loin de Poitiers, mais c'est Ah, logique, vu les origines du nom. très bien. Euh, disons que dans ce genre de cas, on pourra dire, enfin, disons c'est pas une alerte rouge ça, parce que tu peux te dire bon, les gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire, tu peux facilement les écarter, c'est peut-être mieux d'avoir les suspects, mais je ne sais pas très bien quoi en penser encore de cette histoire. Il y a clairement des petites loupiottes qui s'allument, genre attention, mais bon, au moins maintenant, vous C'est savez que les c'est possible. États-Unis, hein, c'est les Mhm. États-Unis. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. Oui, on est d'accord. Et puis, je voudrais vous parler de ces histoires de d'IA et de deep learning que j'évoquais en début d'émission. Deux sujets intéressants. Google est en train d'essayer d'améliorer la gestion des feux rouges avec de l'IA. Évidemment, hein, l'IA, le deep learning toujours. Alors, la gestion des feux rouges, ça veut dire qu'on a souvent des feux rouges qui sont rouges alors qu'il n'y a personne en face, ce genre de choses. Selon leur estimation, ils peuvent améliorer de 10 à 20%, c'est ça, la consommation de carburant grâce à une meilleure optimisation des feux. C'est sur les premiers tests qu'ils ont faits, et c'est intéressant évidemment, pas juste pour que les gens attendent moins dans leur voiture au feu rouge, c'est intéressant parce que cette consommation de carburant peut être réduite, et donc impact sur le climat, etc. Donc ça, c'est notable. L'IA fait vraiment tout. Et un autre truc qu'elle fait, c'est
DeepDub. Qu'est-ce que c'est que DeepDub? C'est une Ça, société... c'est dingue. C'est fou, hein? Ouais. C'est une société qui prend la voix, on va dire 5 minutes d'extrait de voix d'un acteur et qui va recréer la voix dans une autre langue par intelligence artificielle. Juste avec 5 minutes d'extrait, la voix va être la même voix de l'acteur, mais créée dans une langue, en à peu près n'importe quelle langue. Je vais voir si je peux vous faire passer l'extrait. C'est qu'en fait, ça rejoint quelque chose qu'on avait déjà vu il y a près de 5 ans, 6 ans, où Adobe avait fait une démo. Je fais passer l'extrait pour voir. Vas-y. Attends. On commence en anglais et puis il parle en... Non, il parle d'abord en hébreu. C'est la même voix en anglais. Sempre me interessava ouvir En como eu brésilien. sou quando falo idiomas que Wow. realmente não falo. Retour en hébreu, Outro take? etc. etc. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Et c'est un truc qui est censé être utilisé pour... on peut passer à 1000 utilisations. Là, il parle des acteurs qui n'auront plus besoin de doubleurs, du coup, plus ou moins. Et oui, mais on peut penser à, je ne sais pas, doubler des vidéos YouTube, des jeux vidéo, des 1000 choses. C'est fou, ça. Mais bien sûr. Ah non, c'est dingue, parce que quand tu sais ce que ça coûte de faire un doublage, déjà faire de la traduction sur des longues durées, ça coûte... c'est simple, hein, faire un sous-titre, faire sous-titrer quelque chose du français vers l'anglais, par exemple, ça va te coûter une vingtaine d'euros la minute. Donc, ouais, enfin 15-20, mais faire de l'adaptation, c'est-à-dire du doublage, là c'est encore, donc le faire de manière automatique, même si ça n'a pas la même efficacité, machin, même si tu sens bien à un moment qu'il y a peut-être des trucs pas aussi bon, bref, non, c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est amusant parce que ça rejoint ce qu'Adobe avait montré il y a 5 ans, mais ils n'ont jamais sorti de produit, qui était ce truc où tu prenais un échantillon de la voix et tu pouvais lui faire dire n'importe quoi d'autre. Et ça existe depuis longtemps, hein, le deep learning, tout à fait, le deepfake, deep audio fake, ouais. Voilà, mais de manière extrêmement convaincante et puis super simple, tu vois, tu tapes 3 trucs sur une ligne et puis ça y est, enfin c'est voilà. Là, c'est rigolo d'arriver, mais ça pose plein de questions parce qu'il y a des langues qui ont certains phonèmes que d'autres langues n'ont pas, c'est-à-dire si tu parles français, c'est facile de te faire parler japonais, mais je suis pas sûr que l'inverse soit vrai. L'inverse, pas vraiment, non. Mais non, mais c'est juste sur la question des phonèmes, parce qu'on dit que tous les phonèmes japonais existent en anglais, en français, mais je suis pas sûr que tous les phonèmes français existent en japonais. Non, les U déjà, les U et les R et tout ça, déjà c'est très très bien. Le R français, il n'existe dans aucune autre langue. Hein. Ça c'est comment dire, l'hérésie de tous les gens qui essayent d'apprendre le français. Le R, ça les tue. Non, c'est l'exception culturelle, monsieur. Ce n'est pas un défaut. C'est voulu. It's not a bug, Exactement. It's a feature. Mais je vais aller voir DeepDub parce que je serais curieux de savoir combien ça va coûter de faire doubler automatiquement quelque chose d'une langue dans une autre. Surtout dans la même voix, la voix originale du locuteur. C'est dingue. Oui, c'est surtout ça qui est impressionnant, mais c'est la réunion en fait de toutes ces technologies que tu évoquais. Il y a la traduction automatique, la lecture par le text-to-speech, donc la lecture d'un texte existant avec une une voix synthétique, le fait de synthétiser une voix à partir d'une voix existante, le fait de comprendre ce que dit une personne pour le mettre en texte et puis le traduire par le texte. Enfin, il y a toutes ces technologies qui sont réunies et c'est le traducteur automatique instantané dans la voix de la personne. C'est assez magique. Et les applications, alors on pense tout de suite, ah oui, les acteurs qui font le doublage de voix. Comme tu le disais, il y a des moments où on va entendre que c'est un truc synthétique. Donc, pour les grosses productions, je pense que les acteurs, les voice actors, les doubleurs ont encore de beaux jours devant eux. Mais il y a tout un panel de produits pour lesquels ça pourrait être utilisé, des produits pour lesquels ça coûtait un peu cher, mais ça réduira le budget, mais aussi des choses pour lesquelles c'était pas possible parce que ça coûtait trop cher avant et que maintenant c'est abordable.
Donc, ouais, c'est super intéressant. Et puis, la vidéo de démo impressionne, mais moi, je veux le voir en vrai. Maintenant. Oui, on est d'accord, évidemment. La vidéo de démo, c'est vraiment le type qui est devant son téléphone et dans un bureau, tu vois, c'est pas le truc super bien produit. Mais oui, il faut le voir en vrai. Il y a un truc qui est intéressant aussi, comme le dit Dom Seb dans la chatroom, le rendez-vous tech dans toutes les langues. Instantanément. Non, mais ça, tu peux déjà le faire. Ça, tu peux déjà le faire. Ça, il y a déjà. Oui, mais ça, avec c'est pas un problème. C'est avec ma voix que c'est important. Et voilà. La proximité des podcasteurs, tu vois. La voix de Patrick en japonais, effectivement. Dakedo, Nihongo wa mou dekiru n dakara, kansei rendezvous tech o hajimeyou ka. Eh oui. それは、いい考え、kansei, putain. Tu sais que je parle suédois au milieu de mon japonais. J'arrive plus à parler japonais sans parler suédois au milieu. C'est fou. Écoute, t'arrives déjà encore à parler français et c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on nous demande. Non, mais je dis ça avec le sourire, mais j'écoutais une interview de Pascal Kenitz, c'est l'ancien patron d'Apple Europe et tout ça, qui est maintenant, en gros, notre champion du commerce extérieur et du Invest in France et tout ça, mais qui a passé tellement de temps dans la Silicon Valley. Je l'écoutais chez mon camarade Olivier Friard, que tu connais bien dans On refait le Mac. Et ce qu'il racontait sur Steve Jobs était absolument passionnant, mais on sentait bien que Pascal, il a passé un temps fou dans un monde purement anglophone. Et alors lui, les expressions anglaises devenues littérales en français, etc., tu vois, les bugs de langage, le jargon et tout ça, c'est dur de se sortir de ça. C'est intéressant de voir qu'on peut perdre un peu son français, en fait. Ah, mais complètement. Moi, quand je vivais au Japon, j'avais des moments où ça devenait compliqué. Et puis, même ici, je lis tellement de news, parce que moi, je vais souvent à la source, et je lis beaucoup en anglais, et j'écoute beaucoup de choses en anglais. Il y a des fois, on l'entend dans l'émission, il y a d'ailleurs des gens qui s'en plaignent un peu parfois, ils disent « Oh, vous parlez trop anglais ». Oui, mais bon, on évolue dans une industrie qui est essentiellement anglophone, donc bien sûr. C'est normal. Mais ça me vient naturellement, c'est sûr. Alors, on fait des efforts quand on parle, on réussit généralement à se contenir, ou alors parfois en faisant des plaisanteries sur la francisation d'expressions anglophones, mais ouais, ça joue. Bref, donc, écoutez, pour l'after show, après la fin de l'émission, pour les auditeurs qui sont qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon, on va avoir cette petite discussion. Est-ce que votre métier, je pointe les gens du doigt, est-ce que vous pensez que votre métier est sauf, va pouvoir résister à l'assaut de l'IA? Et je suis sûr qu'il y a des développeurs qui vont me dire « Oh, ça va, je code. » Ne croyez pas si bien dire, il y a du code qui commence à être écrit par des IA. Ça touche vraiment tout. Et quand on voit la combinaison de technologies qui permet ce genre de truc-là, le doublage, je me dis que même des métiers de journaliste ou de podcasteur, on a intérêt à avoir de la personnalité et à faire, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, les gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont suivi mes aventures, qui ont suivi ma vie avec ma femme, mes enfants, tout ça. Les IA, même peut-être qu'elles pourraient faire ça aussi. Une IA qui change, qui évolue, tu vois. Oh, je me souviens. À mon avis, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais si tu peux... Bon, il y a quelqu'un derrière, mais je pourrais concevoir un bot Patrick, qui est d'ailleurs le nom du bot sur Discord maintenant. Je trouve ce nom absolument génial. Bot Patrick, qui a une vie aussi, tu vois. Il est une petite IA toute jeune, il fait des erreurs, et puis après, il s'améliore, tout ça. Bon. Il y aura quand même Patrick derrière. Merci Cédric d'avoir participé à ce rendez-vous tech. C'était le plaisir était totalement pour nous. Bon, peut-être que toi, ça t'a fait plaisir aussi. Donc, plaisir partagé. Moi aussi, voilà, ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, dis-moi? @Cédric sur Twitter. Et puis, je viens de sortir un nouvel épisode des Doigts dans la prise, mon podcast sur la voiture électrique. Et celui-là, il est rigolo parce que pour la première fois de ma vie, oui, c'est possible, podcast enregistré en public. Il y avait pour la première fois à Dijon le week-end dernier la réunion du Tesla Owners Club, enfin tu vois le club des possesseurs de Tesla machin, je te promets que c'est vrai, sur un circuit automobile qui était en fait une ancienne base aérienne, et les mecs ils ont fait du drag race contre des Porsche, enfin bon bref, ils se sont beaucoup amusés, ils se sont surtout rencontrés, voilà, et c'était très sympathique. Et moi du coup j'ai parlé à plein de gens autour de ce monde-là, et c'était assez rigolo de faire un podcast avec
avec d'abord des gens tu vois, autour de la table, et je comprends mieux l'intérêt enfin le fun de l'apéro du Capitaine, tu vois. Moi ça manque un peu. Mais aussi avec mais aussi un public. Donc voilà, allez l'écouter, les doigts dans la prise. On a appris plein de trucs. La question à laquelle on veut une réponse, c'est combien d'entre eux avaient des t-shirts avec la tête d'Elon Musk ou des casquettes? Non, ils avaient tous les mêmes casquettes, parce qu'en fait, quand tu adhères au club, moi je suis rentré, mais j'avais pas la carte. Tu reçois des goodies, des casquettes, des trucs, des autocollants à mettre sur ta voiture, enfin, etc. Mais d'un coup, il y avait 200 Tesla sur le parking, quoi. C'était juste dingue. Alors, il y avait toutes les normales, et puis il y avait celles qui avaient tiré des coverings orange. Enfin, il y avait des choses absolument, voilà. Bon, bref, mais c'était très rigolo, et puis c'est souvent des gens très intéressants. Donc voilà, c'était fun. Dans la prise, super. Il faudrait qu'on fasse un spécial du rendez-vous tech sur où en sont les véhicules électriques à un moment. On en avait parlé un peu il y a pas si longtemps, mais on se fera un spécial peut-être pour Noël. Quand tu veux, parce que ça avance beaucoup, ça avance très vite. Et j'ai envie de dire qu'il y a une accélération dans l'accélération, c'est-à-dire que même du côté des ventes, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. C'est le propre des véhicules électriques, hein, ça accélère plus vite parce que t'as pas de transmission. Exactement. Exactement. Comme je suis drôle. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez déjà suivi Cédric sur Twitter et que vous suivez Les Doigts dans la Prise, vous pouvez ajouter en plus Twitter, Facebook et Instagram, comme je le disais pour Patrick, c'est Note Patrick et pas Bot Patrick. Et vous pouvez aussi retrouver la newsletter. Il y a des sujets assez intéressants qui vont arriver dans la newsletter de cette semaine, notamment un rapport de Microsoft sur la Russie et la Chine et à quel point ils ont poussé des attaques contre les différents pays. Assez intéressant. Un rapport aussi sur le mode macro de l'iPhone 13, une étude très très en détail de Ben Sandowski chez Lux qui a fait une étude très détaillée de tout ça. Donc ça, c'est la newsletter. Et puis, vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com, notepatrick.com, où vous avez les liens vers le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, le Discord, où on se retrouve et où on s'amuse bien tous ensemble. C'est vraiment un endroit super sympa. Je vous encourage à venir rencontrer cette communauté. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous pensez que Note Patrick vaut mieux que Bot Patrick, vous pouvez aider Note Patrick à continuer à faire l'émission sur patreon.com/rdvtech. Si vous me suivez depuis un petit moment, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, allez, on va dire, si vous suivez depuis au moins 1 an, et que vous écoutez l'émission et que vous vous dites « Ah ouais, c'est cool quand même le rendez-vous tech quand il arrive dans votre lecteur de podcast », si vous dites « On va passer un bon petit moment et puis on va apprendre quelque chose », allez, depuis 1 an à peu près, depuis, on va dire, le milieu de la pandémie, c'est comme ça qu'on va compter, peut-être aller sur patreon.com/rdvtech pour voir ce qu'on vous propose. Les bonus sont cool, il n'y a pas de pub dans les épisodes, il y a des éditos, il y a plein de trucs sympas. patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.